Bienvenue aux principaux événements d'Afghanistan ce samedi 2 août. Un nouveau rapport de l'Organisation pour les opérations indique que la branche Khorasan de l'État islamique est toujours considérée comme la menace mondiale la plus sérieuse. Ce groupe a étendu ses activités en Afghanistan et dans la région en recrutant 2000 combattants et en formant des enfants dans des écoles religieuses. Le rapport précise que ce groupe utilise des applications de messagerie pour encourager l'extrémisme. Plus de détails dans ce reportage. L'équipe de surveillance des sanctions et d'appui analytique du Conseil de sécurité des Nations unies a signalé une augmentation des activités de la province du Khorasan de l'État islamique, ou EIK, en Afghanistan, dans la région et à travers le monde, exprimant son inquiétude quant au fait que ce groupe représente la menace la plus sérieuse pour le monde. Dans son 36e rapport, présenté au Conseil de sécurité le mercredi 30 juillet, cette équipe a ajouté que les talibans continuent d'offrir un environnement favorable aux groupes terroristes en Afghanistan, y compris Al-Qaïda et ses alliés, ce qui, selon l'équipe, constitue une menace sérieuse pour la sécurité de l'Asie centrale et d'autres pays. L'équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, dans ce rapport de 27 pages publié sur le site web des Nations unies, a également indiqué que les inquiétudes concernant la détention de terroristes étrangers ont créé un avenir incertain pour ce groupe. Car, selon ce rapport, le retour en Asie centrale et en Afghanistan pourrait perturber la sécurité de la région. Le rapport indique que, bien que le gouvernement taliban ait affaibli les activités de ce groupe, il est dit que depuis 2024, l'État islamique, avec 2000 combattants, continue de recruter des militants issus de groupes dissidents tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Afghanistan, y compris du Caucase russe en Asie centrale. Selon le rapport de l'équipe de surveillance des sanctions et d'appui analytique du Conseil de sécurité de l'ONU, la branche Khorasan de l'État islamique, basée en Afghanistan, utilise des applications de messagerie sécurisées et les réseaux sociaux pour inciter les gens à l'extrémisme et est actuellement considérée comme la plus grande menace pour les États-Unis et l'Europe. Le rapport ajoute que la branche Khorasan de l'État islamique cherche à étendre ses activités dans les pays voisins de l'Afghanistan et à travers le monde. Le rapport indique que la branche Khorasan de l'État islamique forme des enfants dans des écoles religieuses du nord et du nord-est de l'Afghanistan, ainsi qu'à proximité de la frontière avec le Pakistan, et a également lancé un programme d'entraînement au suicide pour les enfants de moins de 14 ans. Certains Afghans, en particulier ceux qui gardent de douloureux souvenirs des opérations de l'État islamique et de la branche Khorasan, trouvent de tels rapports préoccupants. Azadullah, un habitant de Mazar-i-Sharif dans la province de Balkh, dont le frère de 45 ans, Namitullah, a été tué lors d'une attaque de l'État islamique contre une mosquée le 1er du 14 à 1, déclare « De tels rapports sont très inquiétants. » C'est facile de s'inquiéter. Ça te rend anxieux. Que pouvons-nous faire d'autre? Où devrions-nous aller? Peu importe la direction que tu prends, tu es coincé. On doit juste endurer. J'ai perdu mon frère. J'appelle le Christ. Il a été martyrisé ce jour-là, même en priant. L'État islamique a revendiqué la responsabilité, disant qu'ils avaient fait cela aussi. Nous l'avons vécu. Nous avons vu ce qui s'est passé. Maintenant, les chrétiens ne peuvent même plus aller prier sans peur. Ils ont peur. Ils craignent qu'il puisse y avoir un attentat suicide à tout moment. Toujours sur le qui-vive. Il y a aussi eu l'attaque revendiquée par l'État islamique du Khorasan où 31 personnes ont été tuées et 90 blessées. L'un des habitants de la province de Nangarhar, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a également déclaré. Honnêtement, ce genre de rapport est vraiment inquiétant parce que nous avons de très mauvais souvenirs de l'État islamique. À Nangarhar, ils ont détruit de nombreuses maisons. Ils ont martyrisé beaucoup d'innocents et ont même bombardé des civils sous le gouvernement précédent. De tels rapports créent de la peur et de l'angoisse dans le cœur du peuple afghan, car tout l'Afghanistan a été témoin de leurs attaques. Nous en avons été témoins nous-mêmes. Selon le rapport de l'équipe de surveillance et d'appui analytique des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, les combattants de l'État islamique ont été répartis dans les provinces du nord et du nord-est de l'Afghanistan. Cette équipe a également exprimé son inquiétude quant au fait que certains combattants extrémistes pourraient être transférés de Syrie vers l'Afghanistan, puis lancer des opérations depuis l'Asie centrale contre des pays de la région. Le rapport indique que les actions des talibans ont affaibli les capacités de l'État islamique du Khorasan. Cependant, parallèlement au mécontentement et à l'agitation au sein du gouvernement taliban, ce groupe a également bénéficié de la présence de combattants étrangers en Asie centrale. L'équipe de surveillance et d'appui analytique des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que les talibans ont intégré des combattants du groupe Ansarullah du Tadjikistan, du mouvement islamique d'Ouzbékistan et de Katiba Imam al-Bukhari dans leurs unités de police et militaires.
Bien que les porte-paroles du gouvernement taliban n'aient pas répondu au rapport de l'équipe de surveillance et d'appui analytique des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, ils avaient auparavant souligné lors d'entretiens qu'ils avaient sévèrement réprimé la branche Khorasan de l'État islamique. Ils affirment également avoir expulsé d'autres groupes terroristes, dont Al-Qaïda, et ont déclaré qu'ils n'autoriseraient personne à utiliser le sol afghan contre d'autres pays. Il est à noter que même après la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, la branche Khorasan de l'État islamique a mené des attaques meurtrières dans plusieurs provinces, y compris à Kaboul, visant et tuant certains responsables gouvernementaux et des érudits religieux pro-talibans, parmi lesquels Khalil Yawaraman Haqqani, le ministre par intérim des réfugiés et du rapatriement pour les talibans. À la veille du 4e anniversaire du régime taliban, une coalition d'organisations civiles afghanes a annoncé qu'un tribunal populaire pour les femmes afghanes se tiendra du 8 au 10 octobre 2023. L'objectif de ce tribunal est d'empêcher la normalisation des politiques répressives des talibans et d'entendre les témoignages des femmes et des filles afghanes qui ont été confrontées à une oppression systématique. Plus de détails dans ce reportage. À la veille du 4e anniversaire du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, et alors que les restrictions imposées aux femmes et aux filles afghanes par le gouvernement taliban s'intensifient clairement, la coalition des organisations de la société civile afghane a annoncé le lancement d'un tribunal populaire pour les femmes afghanes. Ce tribunal est organisé en collaboration avec les organisations de défense des droits humains Rawadari, l'Organisation afghane des droits humains et de la démocratie, l'Organisation pour les études de politique et de développement, ainsi que les défenseurs des droits humains. La coalition de ces organisations a annoncé dans un communiqué, jeudi 30 et 1 juillet, que le tribunal populaire pour les femmes afghanes s'est tenu du 8 au 10 octobre à Madrid, en Espagne, et qu'il entendra les témoignages de femmes et de filles afghanes ayant subi une répression systématique depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Shahrzad Akbar, directrice de l'Organisation de défense des droits humains appelée Rawadari, s'est exprimée vendredi 1er au sujet de l'objectif de la tenue du tribunal populaire pour les femmes afghanes. Le but du tribunal populaire pour les femmes afghanes est d'empêcher la normalisation des politiques répressives des talibans et d'offrir une occasion aux femmes afghanes de partager leurs expériences et leur situation avec le monde en présence d'un tribunal populaire et d'un panel international de juges. Et nous espérons pouvoir utiliser le verdict du tribunal pour mobiliser une pression politique sur les talibans et que les documents recueillis au cours de ce processus seront utilisés par le tribunal international pour poursuivre les talibans pour leurs actions contre les femmes afghanes. Shahrzad Akbar précise cependant que ce tribunal est un mécanisme informel et que ses verdicts ne sont pas contraignants. Mais elle ajoute qu'après la session du tribunal qui a duré 2 jours sur 3 mois, le 3e jour, les juges avaient déjà rédigé leur premier télégramme. Et en décembre, les juges se prononceront sur l'acte d'accusation présenté par 4 procureurs afghans contre les talibans. Ce tribunal se tient dans le cadre du Tribunal permanent des peuples, une organisation internationale basée à Rome, en Italie, qui a déjà organisé plus de 50 sessions sur les violations des droits de l'homme, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité à travers le monde. Le communiqué de la coalition des organisations de la société civile afghane précise également que les témoins lors de ce tribunal incluront des survivants, des experts juridiques et des défenseurs des droits humains du monde entier, et que les audiences du tribunal seront diffusées en direct. Richard Bennett, le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, a salué ce tribunal des peuples axé sur l'Afghanistan. Dans une note publiée sur son ancienne page Twitter, il a déclaré que la justice peut prendre de nombreuses formes et qu'il convient d'adopter une approche globale, inclusive et centrée sur les survivants. Un certain nombre de femmes et de filles afghanes ont salué cette initiative, la qualifiant d'étape importante et sans précédent dans la défense des droits des femmes afghanes. Bahar, une habitante de Kaboul, s'exprime à ce sujet. En tant que jeune fille afghane, je soutiens profondément la création d'un tribunal des peuples pour les femmes d'Afghanistan. À mon avis, c'est une étape très importante, sans précédent et nécessaire pour faire entendre la voix des femmes afghanes qui ont subi l'oppression et l'injustice ces dernières années, car nous ne voulons pas que le monde se contente de compatir avec nous.
Nous voulons des actes. Nous voulons la justice. Un habitant de la province de Khost, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, ajoute également: Je considère que c'est une très bonne initiative et c'est une bonne nouvelle pour les femmes afghanes afin que leur voix soit entendue et que leurs problèmes soient pris en compte. J'espère que le monde exercera des pressions sur les talibans et les obligera à accorder leurs droits aux femmes. Nous avons tenté d'obtenir un commentaire de Andullah Fitra, le porte-parole par intérim du gouvernement taliban, concernant cette action des organisations de la société civile, mais il n'avait pas répondu à nos questions au moment de la publication du rapport. Après la migration massive de figures culturelles afghanes vers l'Europe, les États-Unis et le Canada, les activités culturelles afghanes dans ces pays ont connu une croissance remarquable. Des rassemblements poétiques en Allemagne aux rencontres littéraires dans des cafés canadiens, la scène culturelle des Afghans à l'étranger a pris un tout nouveau souffle. Plus de détails dans ce reportage. Les figures culturelles afghanes parmi les migrants sont des porte-flambeaux. Après le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, bien que les activités culturelles dans le pays aient diminué, avec la migration d'un grand nombre de figures culturelles vers l'Europe, les États-Unis et le Canada, on parle désormais de l'expansion et du dynamisme des activités culturelles afghanes dans ces régions. Certaines figures culturelles qui vivaient déjà dans ces pays affirment que ce changement est perceptible tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Le Dr Sher Wali Sher était le président de l'Association culturelle afghane en Allemagne. Avec leur arrivée, non seulement nos activités culturelles se sont accélérées et étendues, mais dans l'ensemble de l'Europe, nous assistons à une expansion des activités culturelles et il y a beaucoup plus de travail accompli. Récemment, cette même association a organisé un grand concours de poésie appelé Mushera, auquel des dizaines de poètes, y compris ceux qui ont récemment migré, ont participé depuis divers pays européens. De plus, dans d'autres pays européens également, des rapports sur des rassemblements culturels et des programmes artistiques sont publiés de temps à autre. Dans plusieurs États des États-Unis également, on parle de l'expansion et de l'amélioration des activités culturelles. Madame Nushiba Ashnar est ici, la directrice des programmes littéraires à Radio Ashna, Voice of America, qui vit dans ce pays, a déclaré. Ici, en Amérique, les Afghans ont organisé des rassemblements littéraires par le passé et ces programmes continuent d'être organisés. La suggestion est que les œuvres et livres nouvellement publiés soient présentés. Mais avec l'arrivée d'écrivains, de poètes et de journalistes d'Afghanistan et leur participation à ces rassemblements, l'atmosphère littéraire a considérablement changé. Ce changement a eu des effets positifs tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Ces jours-ci, des nouvelles concernant un prochain événement artistique appelé Afghan Gathering circulent sur les réseaux sociaux en Amérique. Il semble que cet événement soit organisé pour marquer le 28 Azad, la fête de l'indépendance de l'Afghanistan. Dans le pays voisin des États-Unis, le Canada, les figures culturelles afghanes ne sont pas restées silencieuses non plus. Zafir Milad, un poète et écrivain afghan vivant dans ce pays, a déclaré: Cette migration a apporté un nouvel élan aux rassemblements littéraires afghans dans les cafés canadiens, leur permettant de retrouver une nouvelle vitalité. Parce qu'ici, un poète peut crier son amour, parler de la patrie, partager sa nostalgie et dire la vérité. Et ici, les plumes ne sont pas brisées à cause de leurs idées et les mots ne meurent pas sous la lame de la censure. Il convient de noter qu'après la reprise du pouvoir par les talibans en Afghanistan, un certain nombre de personnalités culturelles et d'artistes afghans ont également migré vers les pays voisins. Cependant, en raison du manque de ressources suffisantes et des diverses pressions exercées par les pays d'accueil sur les réfugiés, il n'a pas été possible d'organiser collectivement des activités culturelles et artistiques étendues et dynamiques pour eux. Néanmoins, dans certains cas, des activités ont été menées individuellement. Anoush Dasker, l'ancien entraîneur principal de l'équipe nationale de football d'Afghanistan, a officiellement été nommé nouvel entraîneur principal des équipes nationales U18 et U19 d'Allemagne. Cette nomination reflète le haut niveau de confiance que la Fédération allemande de football accorde à l'expertise technique de cet entraîneur de 35 ans, né à Kaboul et qui a également de l'expérience à la tête de la ville d'Almé en Bundesliga allemande. Il en explique davantage à ce sujet lors d'une interview privée. Eh bien, récemment, j'ai signé un contrat de 2 ans avec la Fédération néerlandaise de football. La première année se passera avec l'équipe nationale des moins de 18 ans et la deuxième année avec l'équipe des moins de 19 ans, qui participera aux qualifications préliminaires pour le championnat d'Europe.
Et je tiens aussi à préciser que l'équipe néerlandaise des moins de 19 ans est devenue championne d'Europe cette année. Je tiens à dire que c'est un grand honneur pour notre peuple et nous les félicitons tous pour cette réussite. Eh bien, avant de signer le contrat de 2 ans, j'étais ici au club d'Almra City et j'avais encore un contrat de 2 ans avec Almra City. Le plan était que je devienne l'entraîneur principal d'Almra City l'année prochaine. Mais après que cette opportunité s'est présentée, j'ai tout fait pour rejoindre la Fédération néerlandaise de football et y devenir employé. Quels défis et difficultés pensez-vous devoir affronter à l'avenir? Quels plans et programmes souhaitez-vous mettre en place que les précédents entraîneurs des équipes de jeunes néerlandaises n'ont pas réussi à concrétiser? Eh bien, pour commencer, j'ai été l'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Afghanistan pendant 4 ans, de 2018 à 2022. Et bien sûr, les problèmes auxquels j'ai été confronté avec l'équipe nationale d'Afghanistan étaient un peu plus graves que ceux d'ici. Des défis liés au déplacement, des défis budgétaires. À tous les niveaux, si je puis dire, les infrastructures ici sont clairement meilleures et plus nombreuses. Le plan, c'est que la première année, le groupe d'âge soit en moins de 18 ans. Tous ces joueurs évoluent dans les équipes U23 de la Premier League et l'année prochaine, ils joueront en Senior Premier League. Donc, l'idée est d'aller nous-mêmes sélectionner les joueurs de prêt. Il y a des joueurs qui jouent pour l'Ajax, l'équipe du PSD. Nous avons un joueur au Bayern Munich et un joueur à Barcelone. Donc, le plan est d'aller voir les joueurs de prêt, de leur parler et de tous les rassembler pendant les jours de l'équipe nationale afin que nous puissions organiser quelques matchs. Les matchs sont déjà programmés. Les rencontres pour toute l'année à venir sont déjà fixées. En Europe, notre premier match est en fait contre l'Amérique. Le mois prochain, en septembre, le deuxième match aura lieu en Espagne contre la Suisse. Et si je ne me trompe pas, contre le Danemark. Donc, tous ces plans sont prêts pour la première année. L'année prochaine, quand l'équipe passera en moins de 19 ans, il y aura un tirage au sort. Avec ce tirage, on déterminera quels pays s'affronteront lors des matchs de qualification. Pouvez-vous parler un peu de cette période, de si vous avez quitté l'équipe nationale d'Afghanistan de vous-même ou si vous avez été remercié d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? En 2018, je suis devenu l'entraîneur principal de l'équipe nationale d'Afghanistan. À peine 3 mois après le début de mon mandat d'entraîneur, la direction de la fédération a été suspendue. Un an plus tard, 1 an après que je sois devenu entraîneur, le COVID est arrivé et pendant 1 an et demi, tous les matchs internationaux ont été arrêtés. Pendant cette période, le sponsor des équipements de l'équipe nationale s'est également retiré. Le budget de l'équipe nationale a aussi été réduit. Il y a eu des changements dans la direction de la fédération. Après que tous ces défis aient été résolus et que le COVID soit terminé, nous avons voulu reprendre nos matchs malgré tous les défis qui subsistaient. Et puis, après ces 3 années, si l'on regarde les changements qui ont lieu dans le gouvernement afghan l'année dernière, honnêtement, pendant ces 4 années, je n'ai même pas pu bien faire mon travail pendant 6 mois. Parce qu'il y avait toutes sortes de défis et tellement de problèmes que, honnêtement, si je commençais à t'en parler maintenant, il nous faudrait probablement quelques jours rien que pour finir l'histoire. Oui, et honnêtement, certains de ces problèmes existent toujours et continuent. Bien sûr, maintenant, c'est sous une autre forme. Une autre question. As-tu une formation universitaire en football? Ou est-ce principalement ces formations d'entraîneurs que la plupart des meilleurs coachs du monde ont suivies? Je veux dire, tu as aussi terminé ces formations? Non. J'ai commencé à l'Académie Johan Cruyff en 2013, juste après avoir obtenu mon diplôme cette année-là. Eh bien, tu connais sûrement déjà Johan Cruyff. Il a une académie où ils enseignent le football comme matière principale. J'ai été diplômé de là-bas. J'y ai étudié pendant 2 ans.
Après ça, j'ai suivi les formations d'entraîneur jusqu'au niveau UEFA Pro. Et bien sûr, on ne peut jamais vraiment dire qu'on a fini d'apprendre le football. Il faut toujours rester à jour. Il y a des formations annuelles que nous devons suivre. Ce n'est pas absolument nécessaire. Je veux y aller de moi-même. Fin des actualités.